L'équipe a drainé et excavé le contenu de ces trous sans résultat. Cette souche, trouvée au fond de l'un des trous, démontrait que ce trou, à tout le moins, n'avait pas été formé par une météorite. Kulik a continué, mais il n'a trouvé aucune trace de météorite. Puis la météo s'est gâtée. Продуктов осталось настолько немного, что мы вдвоем с рабочим... Il nous restait si peu de provisions que je suis parti avec un homme en direction de Varavara, avec des pots d'écureuil pour les échanger contre de l'argent et acheter de la nourriture. Kulik est resté derrière avec 2 hommes. Il a dû tuer un chien pour avoir de quoi manger. Les vivres sont arrivés plus tard. Quant à moi, j'ai subi les engelures et l'homme qui venait avec moi en a eu sur les pieds. Nous avons été forcés d'aller à l'hôpital de Kirsanov. Nous sommes restés là 2 mois. Alors, qu'est-ce qui a explosé avec une violence inouïe au-dessus de la Sibérie en 1908? Au fil des années, outre l'explosion d'une météorite, on a suggéré toutes sortes d'hypothèses, dont certaines sont plutôt exotiques. Par exemple, l'explosion d'une masse d'antimatière ou d'un minuscule trou noir venu de l'espace, ou encore une explosion atomique. L'embêtant en ce qui concerne l'explosion atomique, c'est que la bombe atomique n'a été inventée que 35 ans plus tard. On a aussi émis l'hypothèse qu'un visiteur de l'espace ait eu des problèmes de moteur, qu'il ait dû se poser sur Terre et que malheureusement son vaisseau ait explosé à 8 km au-dessus du sol. On a écrit un livre et plusieurs histoires de science-fiction sont d'ailleurs basées là-dessus. C'est une hypothèse certes romancée mais qui est néanmoins plausible, quoique bien peu probable. En fait, l'explosion de Tunguska est peut-être vraiment d'origine extraterrestre et beaucoup plus inquiétante qu'on ne le croyait. L'hypothèse romancée de l'explosion du vaisseau spatial est cependant encore considérée sérieusement par des scientifiques, particulièrement en Russie. L'académicien Alexei Zolotov. L'explosion de Tunguska s'est produite dans l'atmosphère. De 2 choses l'une, ou bien cet objet a explosé de lui-même, ou il a explosé à cause de l'énergie de son mouvement. Je pense que nous avons assisté à une explosion nucléaire d'un objet artificiel. L'hypothèse du vaisseau spatial a vu le jour après les explosions atomiques des années 40 et 50. Les ravages des bombes larguées sur le Japon ressemblent étrangement à ce qui s'est passé à Tunguska. À Nagasaki, les immeubles de béton situés juste en dessous du point d'impact sont restés debout, comme les arbres au centre de l'explosion de Tunguska. Les arbres carbonisés d'un seul côté et même des indices de radiation à Tunguska ressemblent au choc secondaire d'une explosion nucléaire. Leonard Kulik a été tué par les nazis pendant le siège de Moscou. Et ce n'est qu'en 1958 que la première expédition de l'après-guerre a été mise sur pied. On pouvait enfin se rendre à Varavara en avion. Mais l'équipe devait encore utiliser des bateaux inadéquats et elle a dû faire appel à des chasseurs de rennes locaux pour transporter le matériel. Il fallait décidément être vraiment résolu pour se rendre là où était allé Kulik. Même si les nouvelles pousses d'arbres avaient 50 ans, le site de l'explosion était encore nettement visible. Les membres de l'équipe ont eu la même tâche ingrate. Ils ont dû travailler dans le marais, assaillis par les moustiques de l'été. Peu à peu, cependant, les preuves se sont accumulées. Mais ils n'avaient toujours pas trouvé des débris de l'explosion de Tunguska, à l'exception de petits globules de silice et de métal qu'on a enveloppés avec soin pour les envoyer au laboratoire.
leur analyse ultérieure allait fournir d'importants indices. On évoquait encore la possibilité d'une explosion nucléaire. Tout d'abord, il était clair que l'explosion de Tunguska, comme celle d'Hiroshima, avait eu lieu dans les airs. Personne n'avait pensé à cette possibilité lors de l'expédition de 1928. On a procédé à une expérience. C'était bien vrai. Quelle que soit l'origine de l'explosion, elle s'était produite à 8 km d'altitude. Dans la forêt, les expéditions ultérieures qui se sont rendues sur les lieux en avion ou en hélicoptère, avec des appareils de mesure de plus en plus précis, ont observé d'importantes mutations génétiques. Il semblait y avoir plusieurs espèces d'insectes mutants. Et parmi les squelettes de troncs d'arbres, on en a retrouvé quelques-unes qui avaient survécu. On a coupé quelques arbres et leurs anneaux ont montré que leur croissance avait été plus rapide après l'explosion de 1908. Or, on avait fait le même constat à Hiroshima. Que cela ait résulté ou non d'une explosion nucléaire, Nikolai Vassiliev est certain que cela a engendré ce qu'il appelle un chaos électromagnétique. Jusqu'ici, nous avons observé des effets géophysiques et biologiques que l'on n'observe pas normalement lors des chutes de météorites. Et surtout, il y a le fait que les modalités génétiques ont été violées. Cela s'observe surtout par des mutations chez certaines espèces végétales, dont tout particulièrement le pin. Il y a certainement eu de nouveaux types de radiation ici. L'explosion d'un corps céleste semble avoir produit ce genre de radiation au centre de l'explosion. La discussion reprend chaque année entre experts et bénévoles lors des camps d'été. Mais il semble bien que les globules de silice et de métal qui ont été analysés contiennent certains éléments qui ne peuvent provenir que de l'espace. De sorte que, petit à petit, un nombre croissant de scientifiques se tournent vers une autre hypothèse qui avait été proposée par le Britannique Frank Wabble et que l'on avait jugée trop élaborée à l'époque. L'hypothèse de Wabble, c'était que, pour la première fois à notre connaissance, le 30 juin 1908, la Terre a été frappée par une comète. Les comètes sont des nomades cosmiques des plus fascinants. Ce sont des amas de glace d'apparence luminescente qui sont suivis ou précédés par une sorte de queue, de traînée, qui peut atteindre plusieurs millions de kilomètres. Elles parcourent le système solaire et viennent tourner près du Soleil pour disparaître à jamais ou redevenir visibles après plusieurs années. L'hypothèse de la comète n'a cependant pas convaincu Zolotov. Le principal argument contre cette hypothèse, c'est que la comète se déplaçait trop lentement. Si le phénomène avait impliqué un corps céleste, il se serait déplacé à au moins 30 km à la seconde. S'il s'était agi d'un objet naturel, se déplaçant à une telle vitesse, ayant une masse d'au moins 1 million de tonnes et un diamètre de 100 mètres, il aurait détruit la forêt sur une longue bande de plusieurs kilomètres de largeur avant d'exploser. Mais le docteur Vassiliev et son collègue, le professeur Dolgov, celui qui a analysé les globules métalliques, penchent plutôt vers l'hypothèse de la comète. Nous y avons observé la présence de beaucoup d'hydrogène, un élément cosmique typique. Nous y avons aussi trouvé d'importantes quantités de gaz carbonique que l'on retrouve à l'état solide, donc gelé dans la tête des comètes. Nous avons également une certaine quantité d'hydrocarbures, du méthane probablement. C'est un autre composé caractéristique de la tête des comètes. La thèse de Zolotov fait maintenant partie du chapitre « Divertissement » dans les annales scientifiques. Des astronomes de différents pays conviennent qu'il s'agirait bien d'un fragment éteint de la comète Encke, découverte en 1818. Sa faible densité, trahie par l'absence de cratères au sol, est typique du noyau de la comète dont les débris croisent l'orbite de la Terre autour du 30 juin. Alors pourquoi la rumeur de déflagration nucléaire d'un véhicule extraterrestre persiste-t-elle? C'est l'auteur russe de science-fiction, Alexandre Kazantsev,
qu'il l'avait d'abord lancé en 1946. Frappé par la ressemblance des effets de l'explosion à Tunguska avec ceux de la bombe d'Hiroshima, il a imaginé la détonation d'une centrale nucléaire sur un vaisseau spatial venant de Mars. 20 ans plus tard, des auteurs peu scrupuleux ont projeté l'histoire fictive sur le mystère de Tunguska, avec la garantie morale de Zolotov qui lui a assuré un vernis scientifique. Aux dernières nouvelles, la rumeur court toujours, mais elle ne vaut peut-être pas l'autre, plus imaginative, concoctée par 2 écrivains russes, encore eux. L'éruption du volcan Krakatoa en 1883 se serait traduite en l'émission d'un grand faisceau d'ondes radio intercepté par les habitants d'une planète autour de la constellation du Cygne. Les Cygniens ont répondu au message des Terriens par un rayon laser mal calculé provoquant, on le sait maintenant, l'explosion dans l'atmosphère de Tunguska. Un cas classique de communication interplanétaire ratée. De retour sur Terre, et chez nous, autant admirer la cicatrice d'impact d'un visiteur extraterrestre lourd de millions de tonnes qui, lui, s'est fracassé sur notre sol en créant le magnifique cratère du Nouveau-Québec. Ce cratère a donné naissance à un lac magnifique et très particulier car il constitue un écosystème fermé. Ce cratère, c'est un peu l'enfant chéri d'un chercheur de l'École polytechnique de Montréal qui est d'ailleurs à l'origine d'un documentaire sur ce lac venu de l'espace. Le géologue Michel Bouchard est l'un des rares spécialistes des météorites. Il y a donc 3 manifestations aux impacts météoritiques. Il y en a 4 en fait. Si c'est un petit météorite qui entre, ça créera un météore, une boule de feu. Si c'est un météorite un petit peu plus gros, ça atteint la Terre, ça aura perdu sa vitesse cosmique, ça tombera à la vitesse terminale de sa chute et ça créera une bosse sur votre voiture, une rupture, ça brisera un bras, ça pourra créer des blessures sérieuses, peut-être blesser une vache, mais ça laissera sur le sol une empreinte d'impact ordinaire et la pièce sera préservée. À un niveau supérieur, la pièce entrera avec une fraction de sa vitesse cosmique et créera un cratère d'impact en cuvette. Plus loin, dans la catégorie des gros impacts, on créera une cuvette complexe en couronne avec une remontée centrale. Au moment de l'impact, une telle météorite touche le sol à grande vitesse, de 10 à 30 km par seconde. Au contact, la température et la pression augmentent et deviennent à ce point extrêmes que la météorite se vaporise et qu'il se produit des phénomènes de fusion et de vitrification dans la zone de l'impact. Et enfin, une déjection de matière à grande vitesse tout autour. La force de pénétration de la météorite au point d'impact crée un cône de compression et de fracture. Le cratère proprement dit est formé par l'explosion engendrée par l'onde de choc qui succède à l'impact. Le volume de roche éjectée est beaucoup plus grand que le volume du bolide lui-même. La croissance de la cuvette s'arrête lorsqu'il n'y a plus d'énergie pour expulser les fragments. La dimension du cratère est donc étroitement liée à la quantité d'énergie mise en jeu lors de l'impact. Il y a 8 structures d'impact au Québec qui vont de très anciennes à beaucoup plus récentes. Il y en a plus au Québec qu'ailleurs. Est-ce que c'est parce que le Québec est privilégié des dieux? Est-ce qu'il est sur le target? Est-ce qu'il est sur la cible? Est-ce qu'il y a un rond? Et puis que du haut de l'espace, on vise particulièrement le Québec? Mais pas du tout. Pas du tout. Ce qui se passe, c'est que la croûte du Québec, c'est évidemment une croûte ancienne. Et c'est une partie très stable de la croûte terrestre. On n'est pas loin d'avoir les plus anciennes roches et une des parties les plus stables de la croûte. Conséquemment, nous avons un archivage plus complet et nous avons préservé des enregistrements de périodes, pour une période plus longue qu'ailleurs. Il y en a une qui est assez petite, qui est le cratère du Nouveau-Québec, qui est situé ici. Le cratère, presque parfaitement circulaire, est occupé par un lac dont l'eau provient des diverses glaciations et des précipitations. D'un diamètre de 2,7 km, ce lac n'est relié à aucun cours d'eau et constitue donc un écosystème fermé. Le volume d'eau représente près d'1 km3. Il atteint une profondeur de 267 mètres, la zone la plus profonde étant décentrée vers le nord-est. Le plan d'eau a une superficie de près de 7 km² et le relief constitué par le cratère domine la plaine environnante de 120 mètres.
L'eau est d'une transparence remarquable et elle n'abrite qu'une seule espèce de poisson, l'omble chevalier. Le cratère de Nouveau-Québec, c'est un endroit ramassé, tout petit, qui, bien au-delà d'un site intéressant à voir, représente assez curieusement, sur 3 kilomètres, en microcosme, une réunion d'un très grand nombre de projets scientifiques qui touchent à l'astronomie, la physique d'impact, la géologie, la minéralogie et la biologie, la survie des espèces et l'écologie. Le cratère de Nouveau-Québec est d'abord parmi les plus récents. Il est d'1,5 million d'années, ce qui est tout récent. Et il est parmi les 3 ou 4 les mieux préservés au monde. Il y en a très peu qui ont conservé la morphologie originale de la cuvette, de son rebord surélevé, presque comme si l'impact venait de se produire. Il y a 65 millions d'années, c'est peut-être un impact similaire, quoique beaucoup plus important, qui a provoqué la disparition des dinosaures, l'espèce dominante de l'époque. En juillet 1994, le monde entier a été témoin de l'impact d'une comète sur Jupiter. Il est bien possible donc qu'il existe quelque part là-haut un caillou assez gros pour balayer l'espèce humaine. Un caillou qui se dirige tout droit vers notre petit vaisseau spatial, la Terre. C'est pourtant une hypothèse que l'on qualifiait de catastrophiste il n'y a pas si longtemps. En comparaison, les pluies de noisettes et de grenouilles sont plutôt amusantes, mais tout aussi mystérieuses.